La particularité du risque maladie, il est particulier parce qu'il y a quasi-certitude de la surveillance des sinistres et la rapidité des événements. En maladie, ça va très vite. Les clients sont mieux informés des notions d'assurance, exigences accrues pour des souscriptions à un contrat d'assurance maladie basique, les prestataires de santé plus nombreux, avec une répartition inhomogène sur l'ensemble du territoire, une forte concentration de l'offre de soins sur Abidjan, une course à la rentabilité au détriment des assurés dont la mauvaise prise en charge démultiplie les sinistres. Au niveau des assureurs, volonté de faire du profit sur un risque jadis considéré comme un produit d'appel, sans véritable approche tarifaire réaliste. Le gestionnaire du risque se retrouve donc en véritable équilibriste, dont le rôle est d'apporter une satisfaction à l'ensemble des parties prenantes sus-énoncées, quand bien même le contexte de son évolution est un terreau fertile à toutes sortes de difficultés. Les difficultés, je les énumère ici. Au niveau des clients, les clients disposent de peu de ressources et sont face à des contrats limitant le nombre de bénéficiaires. Cette situation participe à la substitution ou aux tentatives de substitution de personnes. On a beau mettre à l'entrée des cliniques et des prestataires de santé, même si on met de la biométrie, il y a une fraude sociale dont il faut tenir compte, c'est la substitution de personnes après le passage de la barrière biométrique. Au niveau des prestataires, les prestataires organisés en réseau qui ont une mauvaise connaissance de la notion d'assurance et qui perçoivent les assureurs comme des organismes nantis, capables d'honorer les sinistres de leurs clients, alors qu'ils devraient entretenir avec les assureurs une notion de complémentarité dans le cadre d'une relation durable. Très souvent, vous avez dû constater dans les cliniques des tarifs pratiqués à des particuliers plus bas que des tarifs affectés aux assurés, ce qui est totalement un non-sens. Au niveau des assureurs, on a des conditions générales, Madame Birger en a parlé, des conditions générales applicables aux contrats de santé qui n'ont pas été revisitées depuis des années, je dirais même depuis très longtemps, et ne sont plus adaptées à l'évolution de la médecine. Des actes qui sont devenus courants et nécessaires à un suivi médical efficient de l'assuré sont toujours considérés comme des exclusions contractuelles. Une relecture des conditions générales avec une approche plus moderne et transparente pour une meilleure lisibilité des contrats par les assurés s'impose. Face à un tel environnement, quelle réponse pour les gestionnaires? En dehors des aspects classiques, identification des bénéficiaires, gestion des mouvements, mise à disposition de réseaux, convention, plateau d'assistance, contrôle hospitalier, traitement des sinistres et organisation de comités de suivi et de médecine d'entreprise. Vous pouvez passer. Le gestionnaire se doit aujourd'hui de faire sa mutation. L'évolution du métier de gestion de risque maladie impose une mutation obligatoire du gestionnaire pour s'adapter aux besoins du marché, notamment la transparence, la fluidité des échanges et des flux et la rapidité d'exécution, la sécurisation des données, la dématérialisation de l'ensemble du processus manuel et des échanges, l'utilisation de services en ligne, l'automatisation des processus de contrôle, la gestion électronique des données, l'utilisation d'outils de GRC avec des interfaces dédiées aux professionnels de santé, aux garants et aux assurés. Aujourd'hui, le gestionnaire doit pouvoir s'ouvrir et pouvoir ouvrir sa base de telle sorte que l'assureur puisse y accéder par des flux. Pour y parvenir, les gestionnaires maladie devront disposer obligatoirement d'outils modernes de gestion permettant la sécurisation de l'accès aux soins, carte à QR code ou à puce avec biométrie, l'automatisation du processus de contrôle, l'échange avec les prestataires à travers extranet, la dématérialisation et surtout inculquer aux prestataires qui sont nos partenaires mais qui ne doivent pas être vus comme des adversaires, de la bonne pratique de sorte qu'on puisse être gagnant-gagnant. Et les conditions de viabilité d'un système d'assurance maladie. Les causes sont principalement résumées en 5 grands points. La surconsommation, la surprescription, la fraude, la mauvaise appréciation du risque et l'impact de l'évolution technologique sur le coût de la santé. Sur la surconsommation, elle est du fait du patient et du personnel soignant. On observe entre autres l'hypocondrie qu'on a tendance à oublier
qui est une maladie et qui amène les patients à consommer de façon inconsidérée, sans tenir compte effectivement du fait qu'ils ne soient pas réellement malades et qu'ils plombent tous les budgets de l'assurance maladie, quel qu'il soit. L'assurance maladie est devenue une forme d'affirmation sociale ici dans nos contrées. Il suffit de voir un peu le comportement des mamans dans les salles de pédiatrie lorsqu'elles accompagnent les enfants. Si vous y allez, vous comprendrez immédiatement. C'est la recherche de justification d'absence. Beaucoup de gens vont à l'hôpital tout simplement pour avoir un papier pour se reposer, mais ils oublient que derrière, il y a un coût. La mauvaise formation du personnel soignant, elle est due essentiellement aux crises politiques qui ont eu lieu sur le continent depuis 25 ans, depuis l'avènement du multipartisme dans la plupart des pays, où l'école a été le premier à encaisser le coût des pouvoirs politiques. Et aujourd'hui, on a des formations qui sont devenues, entre guillemets, bancales. La mauvaise qualité du matériel médical, qui est souvent de seconde main, les visites systématiques chez les enfants de 0 à 2 ans, qui coûtent environ 120 000 francs en dehors de toute pathologie. Chaque mois, on envoie l'enfant chez le pédiatre et ça coûte de l'argent. Toujours dans la surconsommation, on a les consommations de fin de contrat, oui. Il y a certaines sociétés, quand elles savent que le contrat s'arrête au 31 décembre, dans les 2 derniers mois de l'année, c'est de la surconsommation à outrance. On a l'absence de séparation entre le plafond de verre et de monture. Si vous mettez un plafond global à 300 000 francs, vous avez des verres parfois qui frappent 20 000 francs et tout le reste c'est de la monture. Or, ce n'est pas l'objet du contrat. Vous avez l'unicité des plafonds de lunetterie chez les enfants, parce qu'effectivement, un enfant, on a besoin de verres, c'est vrai, mais il va les casser. Donc, il ne faut pas lui donner le même plafond qu'un adulte. Et les parents qui ne sont pas très conscients, malheureusement, vont en abuser. On a la mauvaise observance des traitements qui entraîne l'aggravation des pathologies et de leurs coûts. Et on a l'ablation, la réduction du ticket modérateur qui amène les gens à se retrouver parfois à 100% alors que ce n'est pas l'objet du contrat. Il y a le deuxième point, la surprescription, qui est essentiellement du fait du médecin. Il y a d'abord le choix des prescriptions. On prescrit les médicaments onéreux pour des pathologies simples. Je donne un exemple, vous prenez le Doliprane que tout le monde connaît, il peut être vendu à 1000 francs comprimés secs, il peut être vendu à 3000 pour les comprimés à sucer. Voilà. On a changé le coût de la prescription, c'est le même produit. On a les caprices du patient, on a les accointances avec les délégués, on a la mauvaise prise en charge du palu et des syndromes dits infectieux. Au niveau de la lunetterie, le renouvellement systématiquement des verres alors qu'il n'y a eu aucun changement dans la correction, parce que le contrat permet qu'ils prennent une paire de lunettes chaque année, c'est tout. La prescription systématique du traitement de verre sans tenir compte des activités, par exemple l'anti-reflet chez une dame qui fait la cuisine est abîmé immédiatement par les vapeurs de la cuisine. Donc ça ne sert à rien de mettre un anti-reflet chez une dame qui fait la cuisine. Mais comme il n'y a pas de limite, on le prend. Le choix du type de prothèse dentaire, oui. Dans les dents du fond, on a besoin simplement de pouvoir mâcher, donc on peut mettre du métal, mais on va mettre du céramique parce que le contrat le permet. Les examens de radiologie et de biologie qui sont prescrits de façon excessive afin de rentabiliser les investissements qui ont été faits par certains centres de soins. La fraude, là elle est du fait des patients et du personnel soignant. On a une complicité passive des centres de soins qui ne dénoncent pas les fraudeurs. Au niveau des consultations et de la substitution d'identité, comme disait tout à l'heure Dr Billet et Mme Birge, on a un délai de consultation de contrôle qui a prolongé volontairement. En Côte d'Ivoire, on vous dit 15 jours avant le paiement de la prochaine consultation. On donne le rendez-vous le 17e jour, 2 jours après. On a l'édition de bons ou de reçus pour des consultations qui n'ont pas vraiment eu lieu. Au niveau de la pharmacie, on a un nomadisme dans les centres de soins en vue de se faire prescrire des médicaments qui sont revendus sur le marché. C'est ce qui alimente aujourd'hui ce qu'on appelle chez nous la pharmacie par terre. C'est-à-dire les médicaments qu'on retrouve dans les marchés publics. Il y a la substitution d'identité, il y a la vente de matériel de mauvaise qualité, mais qui est surfacturé comme des marques. La facturation, non, vous avez sauté une page. Voilà. Au niveau des hospitalisations, on constate des substitutions d'identité, des hospitalisations de prolongation qui ne sont pas justifiées, de fausses hospitalisations pendant les longs week-ends, l'utilisation de produits génériques qui sont facturés comme des produits de spécialité. En optique, présence de nombreuses personnes qui n'ont rien à voir dans le milieu. Il y a une vente des bons de prise en charge qui se fait. Oui. Les gens prennent une prescription, ils viennent prendre un bon qu'ils le revendent sur le marché. On a la vente de matériel de mauvaise qualité. Il y a du matériel qui est facturé et qui n'est pas livré. Donc aujourd'hui, on arrive jusqu'à même demander à des patients de venir pour qu'on vérifie le matériel s'ils l'ont vraiment acheté. Au niveau de la kinésithérapie, la facturation est faite immédiatement dès réception du bon de prise en charge, alors que le patient parfois ne fait même pas la quantité de séances qui lui ont été prescrites. Le niveau de la biologie, on a de la sous-traitance avec des établissements publics et qui sont facturés ensuite comme si ça avait été fait dans un établissement privé. Au niveau des spécialités, je prends le cas des prescriptions de certains colliers pour faire des examens qui théoriquement, le collier a théoriquement prévu dans le prix de l'examen.
Au niveau des soins dentaires, c'est dur ce que j'écris, mais c'est une réalité. On a une substitution de patients, on a une substitution d'actes non garantis, et parfois on va jusqu'à mutiler des dents saines en vue de faire des soins pour les facturer. Oui. Et parfois on facture des soins qui n'ont pas eu lieu. Ensuite, nous allons passer à la mauvaise appréciation des risques. Là, c'est malheureusement du fait des assureurs, très souvent. Les plafonds annuels de certains actes sur les primes au prorata, et parce que des gens souscrivent à des contrats en septembre, et le contrat leur permet d'avoir le plafond sur l'année, alors qu'il a 3 mois à faire. La surcotation de certains actes par rapport à la prime, on a des contrats où vous avez une prime annuelle à 300 000 francs, avec un plafond lunette à 350 000 francs. Les accords commerciaux récurrents, les sous-cotations de la part des assureurs, surtout lors des appels d'offres, on en a déjà parlé, la non prise en compte du profil du souscripteur au moment de la souscription. C'est-à-dire, on répond à l'appel d'offres, on prend le client, et c'est après qu'on reçoit les bulletins et qu'on réalise qui il est. Entre-temps, on a déjà signé le contrat. L'impact de l'évolution technologique. La vulgarisation des nouveaux moyens de diagnostic, l'exemple de l'IRM, dont le coût est de 200 000 francs CFA dans les CHU. Avant, ça n'existait pas, aujourd'hui, ça existe. Et aujourd'hui, quand les médecins passent un IRM, c'est pratiquement l'équivalent d'une prime. Il faut qu'aujourd'hui, nous puissions en tenir compte dans l'appréciation des risques et dans les cotations. La hausse du prix de certains traitements médicamenteux, notamment le paludisme. Par le passé, on traitait un paludisme avec Nivaquine et paracétamol, ça faisait 1500, 2000 francs. Aujourd'hui, avec toute la nouvelle gamme de médicaments, nous sommes à un coût moyen de 5 à 6 000 francs. Donc, ça a été multiplié par 4. Il faudrait qu'on en tienne compte. Donc, au vu de tout cela, nous pensons qu'il y a certaines conditions qui doivent être remplies pour qu'un contrat d'assurance soit viable. D'abord, comme a expliqué le Dr Billet, il faut favoriser l'information, l'éducation et la communication. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance qui entraîne malheureusement cette surconsommation. Il faut une rédaction actualisée des conditions de garantie dans les contrats. Il a dit tout à l'heure, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus véritablement de sens. Je vous donne un exemple très simple. Certains assureurs ont mis qui ne prennent pas en charge le test de grossesse vendu en pharmacie. Mais on peut faire un test de grossesse au laboratoire par prélèvement sanguin. Est-ce à dire que celui-là, il passe? Je suppose que dans l'entendement de l'assureur, il ne veut pas du tout prendre en charge le test de grossesse. Donc il faut que les choses soient bien dites, parce que si vous avez un client qui est assez malin, mais il va jouer sur ce genre de mots. La rédaction de cotations viables qui tiennent compte de l'évolution du coût de la santé. Un système d'identification biométrique des assurés, mais qui lui aussi est limité à la bonne foi du centre de soins. Parce que si le centre de soins n'est pas sérieux, au système, il passe à côté. Le développement de logiciels de gestion santé performants, qui doivent permettre une visibilité en temps réel du parcours de soins, avec des alertes, comme disait Mme Birch. La mise en place d'une plateforme d'échange d'informations entre les assureurs santé, parce qu'il y a certains clients qui se promènent d'assureur en assureur après les avoir plombés chacun des assureurs. Ces personnes-là doivent être identifiées et ne plus se voir offrir des primes qui défient toute concurrence alors que c'est un très mauvais client. Une redéfinition des modalités d'application des ajustements contractuels, oui, parce que il y a des clauses d'ajustement dans les contrats, c'est vrai, mais à la fin de l'année, malheureusement, elles ne sont pas souvent appliquées, quand même on voit le ratio qui est très mauvais. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, rapidement présenter les causes des mauvais résultats de la branche et des propositions de solutions. Je vous remercie. Ce que je voudrais dire, sans vouloir offenser quelqu'un, c'est une réalité. Les gestionnaires aujourd'hui sont beaucoup plus expérimentés que les assureurs qui les mandatent. Et à partir de là, ça pose un certain problème. Théoriquement, on devrait recueillir des assureurs les données pour nous permettre, nous, de gérer. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a de meilleures données que les assureurs eux-mêmes. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un contrat qui parlait des tests de grossesse. Vous voyez que si un tel contrat montre bien qu'on n'a pas associé de médecin, qu'on ne s'est pas basé du tout sur les données épidémiologiques, on s'est basé, excusez-moi du terme, un peu sur rien du tout. Voilà. Donc il serait important, pour qu'il y ait une bonne plateforme d'échange, que les assureurs, véritablement, mettent leur département santé à niveau. Il faut qu'ils le mettent vraiment à niveau. Il faut qu'ils aient un service médical avec des médecins qui ont une certaine expérience, eux-mêmes en tant que médecins, afin de bien apprécier les statistiques qui sont données, parce que si vous-même, vous n'avez pas une bonne expérience de médecin, il est difficile d'apprécier d'autres médecins. Donc il faut que les départements santé des assureurs se mettent à niveau. Il faut qu'ils fassent l'investissement nécessaire en matière informatique pour pouvoir intégrer ces statistiques qui leur seront données par les gestionnaires de santé. Il faut qu'ils se mettent aussi à niveau de l'évolution de la santé en elle-même pour que les actuaires aussi puissent faire un travail efficient. Donc il y a
une mise à niveau globale même de tout le système d'assurance maladie privée qui doit se faire afin qu'on puisse faire un véritable échange de données qui permettront après aux assureurs de pouvoir être très compétitifs sur le marché en termes de primes qui correspondent véritablement au coût de la santé. Mais tant que les assureurs ne veulent pas faire d'investissement, ils ne veulent pas dépenser de l'argent pour mettre à niveau leur département de santé, ils se retrouvent un peu, entre guillemets, je dirais, à la merci un peu des gestionnaires, et ils ne comprennent pas pourquoi certaines choses ont lieu alors que ça devrait être autrement. Il est du ressort des ministères de la Santé des différents pays de faire de la sensibilisation. Elle se fait, mais malheureusement, en Afrique, on a tous un défaut, on ne lit pas. On ne lit pas du tout. Certains pays essayent de faire de la sensibilisation par la télévision, avec des spots et ainsi de suite et tout. Mais ce qui est dramatique chez nous, les Africains, c'est que quand bien même on les voit, on continue de rester dans nos logiques de prise en charge médicale avec certaines traditions. Et on ne tient pas compte du tout des sensibilisations. Et le médecin reste un peu comme un Dieu tout-puissant, vis-à-vis duquel on ne peut pas émettre d'avis. C'est-à-dire, il peut nous dire ce qu'il a envie de nous dire, on ne va rien dire du tout, on ressort. Quand vous posez la question, nous en tant que médecin conseil, vous posez la question au patient, mais le médecin vous a pas expliqué, ah non, c'est mon médecin, je ne peux pas discuter avec lui. C'est-à-dire, il demeure un peu comme à l'époque le guérisseur qui a dit et on ne discute pas. Tant qu'on reste dans cette logique-là, ce n'est pas une bonne chose, on ne peut pas comprendre sa maladie. Or, il faut s'approprier sa maladie afin de la prendre en charge correctement. Il faut s'approprier la maladie de son enfant afin de pouvoir poser les premiers gestes qui s'imposent en cas d'urgence. Mais malheureusement, la maladie reste un peu un sujet tabou et le médecin reste un peu comme un, entre guillemets, un dieu vis-à-vis de qui on ne peut pas contester, on ne peut rien dire. Et tant qu'on est dans cette logique, ça sera difficile que nous puissions véritablement avoir un langage, un échange avec nos médecins afin de mieux comprendre nos maladies. Et c'est ça la grande difficulté que nous avons nous-mêmes en tant que médecins vis-à-vis des patients. Être toujours au cœur de l'actualité. Une actualité qui nourrit les mentalités. Être au contact des leaders économiques, fer de lance du secteur privé. Être au fait des enjeux, des défis de l'économie africaine et des initiatives pour la relever. Business 24, parce que l'Afrique a besoin de l'économie. Salue l'organisation de cette rencontre par la FANAF dans ce contexte où la plupart des États sont en train de mettre en place des régimes d'assurance maladie universelle à la suite des années de déficit des assureurs privés qui ont dû répondre à ce besoin de couverture pendant plusieurs années, qui se demandent aujourd'hui quelle va être leur place et qui ont une approche certainement beaucoup plus responsable que les mutualistes que nous rencontrons dans nos pays. Alors, on parle de protection sociale, on parle d'assurance santé, on a des terminologies qu'on retrouve ici et là, projection financière, d'un côté on peut parler d'études actuariales, financement, ça débouche sur le financement du régime, soit par des cotisations parafiscalité ou des impôts directs. On a droit à un cadre légal, des lois, des décrets et des arrêtés, et puis des cotisants et des bénéficiaires, un ticket modérateur,
Et on est dans des organismes à but non lucratif pour ce qui est des régimes de protection sociale étatique. Alors, du côté de l'assurance santé, on a une tarification qui est matérialisée par une prime ou une cotisation aussi, un contrat, ce qui change déjà la nature des relations, des assurés et bénéficiaires. Il arrive qu'on parle de franchise et, bien entendu, au bout de la chaîne, le bénéfice de l'actionnaire. Des terminologies qui ramènent à la même réalité pour le payeur, qu'il soit assureur public ou assureur privé, combien ça va coûter. Après, tout ce qui concerne qui va payer, comment va-t-il payer, c'est des détails qui se règlent différemment selon qu'on a dans un régime ou un autre et qui peuvent s'adapter à la réalité. Alors, on a également le concept de produit. D'un côté, panier de soins, c'est toujours des terminologies qu'on retrouve d'un côté ou de l'autre, des cotisations individuelles, un financement de sources diverses, une adhésion individuelle du côté de l'assurance privée commerciale ou groupe mais volontaire, et sur le régime que nous gérons, une adhésion obligatoire. Il y a un risque d'antisélection chez l'assureur, qui est géré des fois par des mécanismes assez particuliers sur lesquels je ne m'apaisantirai pas. Et chez le régime, dans le régime privé de protection sociale, une absence de sélection médicale à l'entrée. Il est clair que l'assurance maladie constitue une réponse à la certitude de survenance du risque financier qu'entraîne la maladie pour les assurés. Et le fait d'avoir une assurance maladie a très souvent une incidence sur le comportement des bénéficiaires et des prestataires de soins, ce qui induit en fait la plupart des risques que l'on retrouve et que l'on se retrouve à gérer dans l'assurance maladie. Il est évident que le système d'assurance ne peut pas se positionner face au risque maladie de la même façon que des programmes de soins, d'assistance, les structures sanitaires, et des individus même censés tomber malades. Alors, l'institution qui gère le risque d'assurance maladie a plutôt à gérer un ensemble de risques dont la survenance menace l'équilibre financier du système et qui le rend vulnérable. L'Institut national d'assurance maladie, INAM, c'est un organisme de sécurité, je vais présenter rapidement en 2 slides, je crois que je vais y arriver. Un régime de sécurité sociale qui gère un organisme de sécurité sociale qui gère la branche maladie, et c'est un organisme à but non lucratif, un établissement public. Les 10 chiffres que j'ai essayé de ressortir ici vous permettent d'avoir une idée un peu de ce que représente l'INAM dans un pays de 56 000 km² avec à peine 7 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, nous sommes à 262 466 bénéficiaires, plus de 86 000 cotisants, environ 1000 centres de soins conventionnés, à la fois les centres publics, l'ensemble des centres publics, des centres de soins publics sont conventionnés par l'INAM. Nous avons également le secteur privé et c'est sur toute l'étendue du territoire que nous avons des centres conventionnés. Nous avons 150 pharmacies qui sont conventionnées et les prescripteurs dans les centres de soins sont également agréés. Ils déposent leur signature afin d'éviter que des gens qui n'ont pas, dans le cadre de la gestion du risque que nous avons mis en place, le droit de faire un certain nombre ou une catégorie de prescriptions puissent se permettre de le faire. Le taux de remboursement minimum est de 80%, parce que sur les produits génériques, il est à 90%, et sur les consultations dans les centres de soins périphériques et dans les centres médico-sociaux, il est de 100%. Donc, on a enregistré plus de 2 millions de consultations à ce jour. Sachez que l'INAM existe depuis 2011, mais que les prestations ont démarré en mars 2012. Donc, plus de 4 000 médicaments remboursables dans la base de données de l'INAM, parce que nous avons une liste de médicaments avec des prix bases de remboursement qui sont fixés par l'INAM. Et dans le cadre de la convention, les pharmaciens
sont obligés de respecter ce prix-là dans leur relation avec l'INAM. Il arrive effectivement que le prix public de cession soit différent du prix base de remboursement de l'INAM. À ce moment-là, c'est l'assuré qui paye la différence, ce qui fait de la place pour les assureurs privés éventuellement dans le cadre des complémentaires. On a 9 médecins conseils. Et nous comprenons tous l'utilité, l'importance des médecins conseils. Quand on a suivi l'intervention des 2 médecins, le risque se concentre, la gestion du risque se concentre essentiellement au niveau de cette compétence-là. Et nous couvrons moins de 5% de la population. C'est important parce que tous ces éléments influent sur les types de risques que nous gérons, qui peuvent être très différents de ce que vous avez entendu tout à l'heure des intervenants précédents. L'INAM assure la gestion du fonds de l'assurance maladie. L'INAM également a la responsabilité du contrôle médical de façon tout à fait légale. Et les textes de loi le prévoient et donnent pouvoir à l'INAM d'organiser le contrôle médical. Voilà. L'INAM gère le paiement des prestations. On n'a pas d'organisme de gestion délégué encore à ce jour. Et ça se passe bien. Alors, la question du risque. La question du risque, il est important de la poser en prenant en compte l'ensemble des éléments de contexte. Ce qui fera qu'on ne retrouvera pas les mêmes types de risques lorsqu'on gère un régime obligatoire et un régime volontaire. Il y a également la culture, l'organisation du système de soins. L'environnement a un impact sur les risques, donc il faut analyser tous ces éléments. Le taux de couverture de la population. Lorsqu'on couvre 80% de la population, le risque d'usurpation d'identité est forcément moins élevé et peut ne plus constituer une priorité dans le cadre de la gestion des risques. Donc tous ces éléments interviennent dans l'identification du risque. Ensuite, on met en place un dispositif de contrôle et surtout de suivi de la consommation par ailleurs, en sachant que la prévention dans le cadre de la maladie est un levier d'atténuation du risque qui ne relève pas forcément de l'assureur maladie, mais plutôt de la politique sanitaire pays et des priorités de santé publique. Sur ce point, on a l'appui des institutions et partenaires techniques financiers à travers le ministère de la Santé qui accompagnent la plupart des pays dans la mise en œuvre des politiques de prévention. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, on retrouve 3 types de risques, la fraude, l'abus et la faute chez nous, parce qu'on a des règles de délivrance, un certain nombre de normes qu'il faut respecter et qui entraînent une façon de qualifier le comportement de nos partenaires et des fois des assurés. Donc dans la fraude, je crois que tout a été presque dit, à part l'usurpation d'identité de prescripteurs, parce que vous trouvez des auxiliaires médicaux qui utilisent des codes de prescripteurs agréés, qui sont des médecins ou des spécialistes, pour prescrire des médicaments dont ils n'ont pas forcément la maîtrise de l'ensemble du contour, je dirais, scientifique. Donc, les abus, ça on en a assez parlé aussi, les médecins ont la maîtrise du sujet, la surprescription, la surconsommation qui est un risque moral et qui vient souvent du fait que, en dehors de la pathologie qui est l'hypocondrie, qui vient du fait que la présence d'un payeur tend à amener le consommateur à se soucier peu de ce que va lui coûter cette consommation excessive. La faute, elle vient de diverses forces de manquement, donc soit aux règles de déontologie ou aux règles qui ont été mises en place par l'INAM. On a de l'autoprescription, je parle sous le contrôle des médecins qui sont ici. Un médecin ne devrait pas se prescrire des médicaments lui-même, mais c'est des choses qu'on retrouve, on l'appelle faute, mais souvent il y a, ça revêt très rapidement un aspect de fraude. Il y a le refus du contrôle de l'identité, parce qu'une partie du contrôle de l'INAM et de l'assureur se retrouve déléguée au prescripteur, au prestataire de soins, qui doit contrôler l'identité et s'assurer
que la personne qui est en face et à qui dispense les soins est bien la personne assurée. Il y a également le contrôle du droit aux prestations qui fait partie des points de notre convention avec les prestataires de soins, et puis le respect des règles de délivrance que nous avons édictées. Lorsqu'il faut une entente préalable pour un produit ou pour un acte donné, il faudrait que le médecin s'assure qu'il a ce document avant de lancer le dispositif. Alors, quand on a identifié tout ça, à partir de la projection financière, du cadrage initial, il faut mettre des indicateurs qu'on a la possibilité de suivre. Donc, aujourd'hui, à l'INAM, vous pouvez remarquer, au niveau de la prescription, par exemple, quand on finit de retrouver la source exacte de la surconsommation ou de l'augmentation de la dépense, après, c'est de pouvoir identifier des indicateurs qui permettent de suivre l'impact des règles que nous mettons en place. Donc, vous avez à peu près 68% des prescriptions qui sont j'emprunte l'expression des médecins, qui sont des médicaments, et le reste c'est des dispositifs médicaux, et dans ces médicaments on a 58% de spécialités. Donc le taux de prescription des médicaments génériques objet de polémique et de malcompréhension par endroit est relativement faible. Alors, les indicateurs de fréquence de prescription par type de prestation sont également des éléments que nous sommes amenés à suivre pour piloter le régime. Donc, on retrouve les médicaments qui représentent 49% des prescriptions de la charge. Les actes d'imagerie, c'est le plus faible, mais c'est certainement conjoncturel parce que on est dans un environnement où il n'y a pas forcément un plateau technique assez développé offrant une foultitude d'actes d'imagerie. On est à 2,9%, c'est le plus faible. Donc les médicaments et les actes d'imagerie. On peut continuer encore un peu plus loin à suivre des indicateurs sur la consommation par région ou la consommation par sexe, etc. Les causes de mortalité au Togo en 2010. C'est des données qui datent de 4 ans, mais celles d'aujourd'hui ne doivent pas être très loin. Et donc, les maladies chroniques représentent la plus grande part des causes de décès, à environ 34%. Le rôle du personnel de la santé, il est important et crucial. Il intervient avant le recours aux soins, donc dans l'identité, pendant le recours et après le recours aux soins lors de la prise en charge de l'assuré de l'INAM. On a un référentiel, donc il est important d'avoir un référentiel lorsqu'on gère un régime d'assurance maladie. Et on a un référentiel et des outils qui sont propres à l'INAM. Vous avez la nomenclature, on a instauré une vignette, bref, des solutions qui sont en cohérence avec notre réalité. Allez-y vite. Et il y a également les référentiels internationaux qui sont utilisés. La gestion de la fraude, elle se fait essentiellement donc par les outils de prise en charge, le contrôle médical et les contrôles opérationnels qui sont faits par les agents de l'INAM. À la suite de la fraude, bien entendu, il est prévu des mesures coercitives et des mesures allant jusqu'à des poursuites pénales dans les textes de l'INAM, à l'endroit des bénéficiaires et des fois à l'endroit des prestataires de soins. Je le disais tantôt, il est important d'identifier les causes réelles de la dérive des soins et de comprendre les facteurs d'augmentation de la consommation pour pouvoir maîtriser les dépenses. Et ça, c'est un défi permanent de tout gestionnaire de portefeuille, je dirais, ou de risque maladie. Les causes de l'accroissement, c'est l'avant-dernière partie, je vous rassure, Monsieur le Président. On l'a donné. Donc, à court terme, bien entendu, c'est les fraudes actives et passives, le risque d'usurpation qui est très élevé dans le contexte du Togo, où je dis moins de 5% de la population est couverte par ce régime et moins de 10% par une assurance maladie. À moyen terme, l'insuffisance des mesures de prévention des maladies, le non-respect de la pyramide sanitaire,
on est dans un régime légal des structures. L'insuffisance de communication à l'endroit des assurés et des prestataires de soins. Et à long terme, le vieillissement de la population. Nous savons tous que les dépenses que l'on a dans la deuxième moitié de sa vie, pour ne pas dire dans les dernières années, sont 10 fois plus que celles qui ont été faites au cours de la première moitié. Donc le progrès scientifique a été évoqué par le docteur Brou, que ce soit dans le domaine pharmaceutique, dans l'évolution de la technique, de la technologie et du matériel médical. Ils ont parlé tout à l'heure des IRM et les mutations du profil sanitaire du pays. On peut être face à des épidémies, à des conséquences d'un changement climatique qui provoque peut-être de nouvelles maladies, un nouveau comportement. Les conditions de réussite de ce régime-là, il faut, d'autres intervenants l'ont dit et martelé, une volonté politique très forte et surtout l'engagement de l'État à instruire les diligences nécessaires à l'efficience du système de santé pour garantir la qualité des soins. La continuité des soins et le respect de la pyramide sanitaire est également un élément important parce que lorsqu'il y a rupture de soins, les conséquences deviennent encore plus coûteuses et on se retrouve à reprendre le risque à un niveau où on ne l'avait pas laissé. L'existence de référentiels et des normes. L'efficience des protocoles thérapeutiques. Le tout n'est pas d'avoir des protocoles. La sensibilisation et l'accompagnement du personnel de santé qui jouent un rôle primordial. Et pour nous, personnellement, la mise à jour et le suivi de la nomenclature des médicaments remboursables. Et enfin, le dernier point, c'est le dernier. Solidarité. On parle de solidarité, Oui. Solidarité intergénérationnelle. Solidarité entre les malades et les bien portants, solidarité entre les riches et les moins riches, solidarité socio-professionnelle, mais à quand la solidarité juridique? Merci. Je voudrais simplement dire que l'intérêt principal en fait de ces différentes discussions, c'est de faire un diagnostic et à partir de ce diagnostic-là, tirer des leçons qui puissent nous permettre d'avancer. L'une des premières leçons, on est d'accord, c'est que les assureurs sont en train de perdre l'expertise qu'ils avaient en matière de gestion maladie. Donc, il faut reconquérir cette expertise-là. Et reconquérir cette expertise, ça passe notamment par des investissements dans le système d'information, mais également en personnel qualifié, notamment en médecins. Lorsque cette expertise-là va être reprise, elle va permettre de mieux connaître le risque et donc de proposer des solutions peut-être plus idoines, plus appropriées en fait aux nouvelles cibles qui sont visées, notamment dans le cadre de la couverture d'assurance maladie. Merci. Au niveau de l'association, le comité médical, il a commencé à se regrouper en comité scientifique et à prendre des termes. Et pratiquement chaque mois, ils ont un thème où réellement la réalité, ils discutent, ils étudient les statistiques, ils voient ce qu'il faut faire, ils prennent des engagements. Et je crois que ça, c'est une école. Donc, c'est d'inviter nos associations, nos associations de chaque pays, à réellement travailler ce côté. Et ça permet réellement à nos médecins de faire face, ou bien de répondre diligemment aux préoccupations et améliorer vraiment les conditions que nous octroyons à nos assurés. Le vrai problème, c'est que nous, aujourd'hui, vous avez déjà la panoplie des fraudes. En tant que directeur de société, en tant que responsable de société, c'est de savoir que ces fraudes-là existent. Et en même temps, en votre sein, qu'est-ce qu'il faut faire? Et automatiquement, au niveau des associations, il faut discuter. On est association pour discuter. Et sur un marché donné, il y a eu des mesures qui ont été prises par l'association. Donc commençons déjà en notre sein et au niveau de l'association, faisons de l'éducation et allons de l'avant. Nous savons pourquoi il y a des fraudes, nous savons comment ça se manifeste. Aujourd'hui, nous avons les nouvelles technologies. Alors, mettons ça en place ou fédérons nos énergies pour pouvoir aller de l'avant. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Merci pour votre participation. On va continuer demain dans l'atelier. On aura les discussions. Merci pour tout le monde et bon appétit à vous.